Bonjour, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Métamorphose lance enfin sa newsletter. Si vous avez envie de suivre les actualités du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir les ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement à la newsletter. Je vous l'envoie un mercredi sur 2. Il suffit pour s'abonner d'aller sur notre site internet www.metamorphosepodcast.com, de scroller jusqu'en bas de la page d'accueil. Vous avez un petit encart pour vous inscrire très facilement. Alors qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette newsletter ? Eh bien, j'y partage mes réflexions du moment. Je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour vous mettre sur le chemin de la métamorphose. J'espère vraiment que cette newsletter vous plaira. En tout cas, elle a été écrite avec le cœur. Je vous remercie toujours infiniment de votre fidélité et vous souhaite par avance une très bonne lecture. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si, après un terrible accident, 3 mois de coma, vous découvriez votre corps brûlé au 3e degré sur plus de 40% de sa surface, quel sens donneriez-vous à tout cela ? Cette question, mon invité se l'est longtemps posée. Plus de cheveux, incapacité à marcher, à manger, de multiples opérations, un corps à réapprivoiser, une identité à reconstruire. Son histoire est celle d'une résilience, d'une renaissance. La preuve en est le phénix qu'elle a choisi de se faire tatouer derrière l'épaule. Sa différence, elle a décidé d'en faire une force et de la raconter sur les réseaux sociaux. Désormais, ce sont plus de 630 000 personnes qui la suivent sur Instagram notamment. Et parce que chaque jour compte, celle que l'on connaît sous le pseudo 12 février a décidé de partager ses tips via un journal de bord, un journal de vie aux éditions Marabout. Alors yoga, méditation, mantra, fleurs de bac, sport, recettes culinaires, des conseils pour un accompagnement au quotidien sans pression, avec un objectif, se faire du bien et surtout s'accepter tel que l'on est. Vous aurez évidemment reconnu Julie Bourges, alias 12 février. Bonjour Julie. Bonjour Anne. Alors, merci d'avoir accepté cette interview pour le lancement de ce livre. C'est votre premier livre, là, qui est paru, on va dire, tout juste hier. Peut-être revenir simplement sur ce pseudo sur lequel les gens vous connaissent plus, 12 février. Qu'est-ce qui s'est passé ce 12 février alors que vous aviez 16 ans ? C'est à ce moment-là que votre vie a basculé, je le disais évidemment en introduction. Oui, alors déjà, merci pour cette belle et douce présentation qui me touche beaucoup. Le 12 février, déjà, c'était une manière, en tout premier lieu, pourquoi ce pseudo ? C'était une manière de rester anonyme vis-à-vis de ma famille et de mes amis, tout en racontant publiquement l'histoire qui m'était arrivée. Voilà pourquoi j'ai fait le choix de ne pas m'appeler Julie Bourges à la base sur mes réseaux. Et ce 12 février, en fait, ma vie, elle a complètement basculé. C'était le carnaval organisé par mon lycée. Et avec ma meilleure amie, on avait décidé de se faire un costume de mouton. Donc, c'est un costume qu'on avait fait complètement à la main avec du scotch double face. Et il s'est révélé qu'en fait, ce costume fait main était vraiment très inflammable. Ce qui est assez surprenant parce que dans ma vie de lycéenne, je fumais beaucoup en fait avec mes copines en dehors du lycée, devant le portail, avant de rentrer en cours, pendant les breaks, etc. Et cette journée, elle s'était passée tout à fait normalement jusqu'à la fin de celle-ci où en fait je décide de fumer une dernière cigarette juste avant de remonter chez moi. Et c'est cette dernière cigarette qui va faire que tout bascule en fait, et que cette bulle d'insouciance dans laquelle je pensais être invincible, si je peux dire, en tant qu'adolescente, a complètement explosé. Et voilà, en fait, mon costume s'est enflammé sur moi à cause de la fraise de la cigarette, donc de la cendre incandescente qui est tombée sur ma jambe droite. Et c'est allé très très vite en fait. C'était il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui, c'est ça ? Exactement. Là, presque 10 ans jour pour jour même. Ouais, presque 10 ans jour pour jour, puisque c'était ce 12 février, effectivement, presque il y a 10 ans. Alors, ça paraît loin et ça paraît proche à la fois, j'imagine, pour vous, ces 10 ans, parce qu'il y a eu tellement de choses et en même temps, j'imagine que ce souvenir, il doit être encore tellement vivace en vous.
Ouais, bah, enfin, en fait, c'est assez étrange, comme sensation. Je sais pas si c'est, la résilience, si on peut appeler ça, si c'est la résilience qui fait ça. En tout cas, c'est vrai que j'ai vraiment cette impression que c'était il y a bien plus de 10 ans, en fait. En fait, il y a tellement de choses qui se sont, créées et j'ai créé tellement de choses aussi autour de cette date qui était censée à la base être un drame. J'en ai fait aujourd'hui un partage qui est hyper positif sur les réseaux et du coup d'avoir, voilà, cette date, des 10 ans qui approche là vraiment, je me sens dans un moment de ma vie où voilà, en fait, je suis très reconnaissante d'être là et en même temps, je sens que j'ai besoin aussi de me recentrer pour analyser un petit peu tout ce qui s'est passé depuis ces 10 ans parce que c'est allé aussi très, très vite, en fait. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on va y revenir longuement sur ce parcours. Je parlais de Phénix en introduction et vous l'expliquez aussi dans ce très joli livre hein, qui paraît chez Marabout. Vous expliquez que c'était important pour vous parce qu'il y a une histoire avec votre maman autour de ça et on reviendra évidemment, là vous allez parler de votre maman, mais de la famille qui est très importante dans votre vie. Mais sur ce tatouage, c'est vrai qu'on peut être surpris aussi de se dire que votre corps qui a été très abîmé et qui a souffert, qui a été plutôt en grande souffrance, de se faire ensuite tatouer quelque Ouais, chose. On sait que le tatouage, ça peut ne pas être une partie de plaisir et pourtant vous avez fait ce choix. ouais. C'est très marrant que c'est très marrant de soulever ça parce que ça a été le long sujet avec mes parents, de vraiment, venir me dire: «Mais tu as décidé de marquer ta peau au seul endroit où elle est pas marquée, quoi». C'est parce que du coup, ce phénix, je l'ai fait tatouer sur de la peau saine et en fait, ouais, je crois que c'était un moyen pour moi d'accepter encore plus haut et encore plus grand, ce qui m'était arrivé, de donner, en fait, un autre sens, à ces cicatrices et à cette différence. En fait, ma maman, elle était fan, de l'univers Marvel, plus précisément encore des X-Men et donc de Jean Grey, qu'on appelle le Phénix noir dans X-Men et en fait, quand j'ai eu mon accident, ma maman, elle m'a appelé de nombreuses fois, «Mon petit phénix, mon petit phénix» et ce qui est Hmm. dingue, c'est que ma mère, quand elle était jeune, elle passait son temps, mais genre vraiment la totalité de son temps à dessiner cette héroïne à travers les flammes. Alors est-ce qu'on parle de destin? Est-ce qu'on parle, de hasard ou de coïncidence, pour que sa fille, soit, elle-même brûlée et entre les flammes des années après? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, en fait, pour moi, il y avait beaucoup trop de signification pour pas le marquer, sur mon corps et le fait de l'avoir aussi, bah, sur mon omoplate pendant très longtemps, en fait, ça m'a aidée, dans de nombreuses situations. Voilà, à me dire, qu'il y avait un autre sens que la différence à tout ça. Hmm. C'est fort, hein. D'ailleurs, ça m'a fait frissonner quand vous avez dit ça par rapport à ces dessins et vous le partagez aussi dans votre livre. C'est vrai que c'est extrêmement touchant. On pourrait se demander s'il y a quelque chose de transgénérationnel derrière ça, C'est déjà que clair. votre maman essayait peut-être de conscientiser une histoire qui est peut-être même pas connue de vos aïeux, je sais pas, hein. C'est possible, hein. Non, non, mais c'est possible, hein. Enfin, moi, je suis personnellement très connectée à la spiritualité et voilà et moi, je crois aux énergies, je crois à tout ça et à tous les signes qu'on peut avoir. Donc pour moi, voilà, il y a pas de hasard. Vous étiez déjà dans cette forme de spiritualité avant l'accident, dans un terreau familial où il y avait quand même une forte spiritualité ou c'est quelque chose qui est venu plutôt après? Non, j'ai toujours été, baignée, dans une forte spiritualité. Alors, pour le coup, d'un côté plutôt croyant, depuis mon enfance. Donc on a toujours été enfin moi, j'ai été bercée dans ce cocon où, on croit à la supériorité, on croit à quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas conscientiser, juste dans lequel on peut se rattacher, dans des moments de doute. Enfin moi, je sais que voilà, mes parents, ma famille tout entière d'ailleurs a énormément prié quand j'ai eu mon accident et en fait, moi, cette spiritualité, alors, moi, aujourd'hui, je crois aux énergies, je crois à l'univers et en fait, ma spiritualité a beaucoup évolué, je pense, avec cet accident. J'ai eu la sensation déjà que mon accident, il était très injuste, alors que j'étais croyante et je pense que c'est pour ça que je me suis rattachée à une spiritualité qui était différente aujourd'hui Hmm. et je m'y retrouve, beaucoup plus, dans ma vie actuelle, ouais. À quel moment vous avez su que vous aviez appris à aimer votre nouveau corps, vos cicatrices? Euh, Vous dites d'ailleurs dans le livre, si un jour on m'avait dit que j'aimerais mes cicatrices plus que mes tatouages, je ne l'aurais jamais cru. C'est fort quand Ouais, même. ouais. C'est Ouais. très, très fort. Je pense que c'est une citation que j'ai écrite d'ailleurs, j'ai appris que j'avais j'ai conscientisé que j'avais appris à aimer mes cicatrices le jour où j'ai arrêté d'imaginer mon corps sans.
en fait, tout simplement. Mmh. Le jour où j'ai réussi à me regarder dans la glace en me disant en me disant tout simplement, bah, rien en fait. Je me suis rien dit. J'ai Quand je me regardais dans le miroir, à chaque fois, mes cicatrices, c'est ce que je voyais le plus dans mon reflet et puis voilà, avec le jour, avec le temps, avec le fait surtout de transmettre autour de cet accident, voilà, il est arrivé un jour où voilà, il y avait plus de cicatrices en fait et c'est ce jour-là que j'ai réalisé. Alors après, bien sûr qu'il y a énormément de choses autour avant d'arriver à ce stade-là, mais ouais, aujourd'hui, mes cicatrices ont plus de valeur que mes tatouages à mes yeux parce que j'imagine que on peut regretter un tatouage fait sur un coup de tête, un tatouage fait en lien avec quelqu'un qui ne fait plus partie de notre vie. On en voit beaucoup aujourd'hui qui se font retirer des tatouages. Moi, je sais aujourd'hui que si demain il existait quelconque méthode pour retirer des cicatrices, je serais incapable de le faire tant elles font partie de moi et de mon histoire. C'est fort hein, quand même d'entendre ça. Vous parlez peut-être même aussi de mission. Est-ce que vous avez le sentiment que parfois on peut avoir des missions dans la vie quand on vit certaines épreuves pour pouvoir aussi transmettre, et vous êtes énormément dans la transmission, même si comme vous le disiez et vous le dites bien dans le livre, parfois vous transmettez tellement que c'est peut-être aussi à votre propre détriment, à s'en perdre Ouais. peut-être soi-même, mais quand même on sent que vous avez vous êtes comme une étoile en fait, hein, un guide qui montrait aussi aux autres un chemin quelque part. Ben, en tout cas, c'est sûr. Enfin, moi, je sais que c'est ma mission de vie, elle est là. Ma mission, elle se trouve dans la transmission. Je le sais parce que quand je transmets, je me sens accomplie en fait. Et j'ai rarement d'autres moments où je me sens autant accomplie que quand je transmets et je peux transmettre par 1000 moyens différents. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre dans chaque jour compte, on retrouve autant de moyens de transmettre, que ce soit par le sport, par des citations, par de l'écriture autobiographique, etc. En fait, il y a un peu tous mes moyens de transmission qui sont dedans. Et ouais, peut-être qu'on peut parler de mission. En tout cas, ce qui est quand même assez étrange avec cet accident, et c'est surtout quand je regarde en arrière là maintenant, parce qu'on approche des 10 ans, que je me dis, enfin, il faut peser le poids de mes mots, mais comme je le ressens, Hmm. j'ai pas l'impression d'avoir autant galéré, quoi. En fait, c'est un peu comme si c'était écrit et que tous mes choix, tout ce que j'ai pu faire, ça a été très spontané, c'était vraiment de l'intuition. Et si on parle de mission, je pense que j'allais juste dans le sens de, bah, peut-être de ce que ma vie était censée être depuis le départ. Oui, Peut-être. c'est fort, hein, effectivement. Vous pesez vos mots, mais je comprends parce qu'ils sont extrêmement forts. À quel moment il y a eu cette bascule où vous osez, parce qu'au début, vous racontez, vous n'osez pas le maillot de bain, les robes courtes, etc. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui se délite ou qui se libère. Il y a quand même une sorte de bascule à un moment donné dans votre vie, à nouveau. Ouais, ben totalement, c'est clair. Enfin, en fait, je l'explique aussi pas mal dans l'ouvrage, mais moi, quand j'avais 16 ans, j'étais tout ce qu'il y a de moins complexé. Enfin, j'étais même pas sûre vraiment de connaître ce qu'était un complexe, hormis peut-être mes dents qui étaient encore baguées quand j'étais lycéenne, mais enfin, qui plus est, j'étais voilà blonde, une taille 34 et j'avais surtout une peau sans boutons, hyper lisse, hyper claire. Enfin, voilà, Très sportive, hein, vous êtes gymnaste à ce ouais. moment-là, oui. Ouais, ouais, bien sûr. Enfin, voilà, ma vie, elle est régie par le sport. Elle est régie dans le fait d'être une bonne vivante. Enfin, je veux dire, bon, voilà, j'aime la vie, j'aime en profiter avec mes potes. Et cet accident, il vient chambouler tout ça. Donc, du coup, mon corps tout entier, après cet accident, devient un complexe. Et j'ai tellement du mal à dealer avec tout ça, encore plus dans la région dans laquelle je vis à l'époque, puisque à ce moment-là, je vis sur la Côte d'Azur. On est entre Cannes, donc le Festival de Cannes, et le Grand Prix de Monaco, si je peux dire. Mm. Donc, on est dans une région moi, je l'avais jamais vue comme ça, mais en fait, en grandissant et en évoluant avec mes cicatrices, je me suis rendu compte que cette région, elle reflétait énormément de paraître et que quand on sort des codes dans cette région, c'est très, très compliqué. Qu'on soit brûlé ou pas. D'ailleurs, hein, moi, j'avais une amie qui était tatouée de la tête aux pieds. Elle a subi le regard des gens de la même manière que moi qui étais brûlée. Et donc, je prends ça tellement de plein fer un petit peu dans la figure que je me dis que la seule solution, c'est de me cacher. Et je vis comme ça, je laisse en fait les gens diriger ma vie, diriger ma liberté, parce que j'en ai peur, j'ai peur de ce que les gens peuvent penser. Et le déclic en fait de me découvrir à un moment, il vient d'un voyage en Espagne où je suis Mm. partie en fait en Espagne avec ma meilleure amie avec laquelle on avait d'ailleurs le même déguisement le jour du carnaval.
Et quand on fait ma valise, j'allais prendre comme d'habitude mes écharpes, mes manches longues, mes pantalons, alors qu'il faisait 43 degrés à Séville. Et elle m'a dit non mais alors là c'est pas possible en fait. Enfin là il faut que t'arrêtes. Donc elle m'a amené en fait pour tout vous dire, j'avais même plus de robe dans mon placard quoi. Et elle m'a amené à un marché pour qu'on achète des petites robes genre à 5-6 euros histoire de dire. Et en fait elle m'a pas laissé le choix et donc dans la valise j'avais beaucoup d'affaires d'été que j'avais pas mis depuis des années quoi. Et en fait en Espagne j'ai osé le faire. Je crois que le côté peut-être un peu latino, bon vivant, etc. m'a peut-être aidé. Et puis moi l'Espagne c'est dans le sang, ma grand-mère est espagnole donc je sais pas si tout ça était lié ou pas. Mais en tout cas, c'est la première fois où en Espagne, on me disait « Waouh, tes cicatrices, elles sont trop stylées, c'est tellement badass et tout, tu devrais tellement plus les accepter. » Et en fait, en rentrant en France, je me suis dit « Attends, si tu as pu mettre un short en Espagne, qu'est-ce qui t'empêche de le faire en France ?» Et en parallèle à tout ça, il y a eu aussi en même temps le partage sur les réseaux et je pense que tout s'est équilibré en fait assez naturellement à ce moment-là. C'est à ce moment-là que vous lancez votre compte Instagram et vous vous dites, finalement, je vais commencer à en parler. En fait, je l'avais fait un petit peu avant ce voyage en Espagne. Et ce qui est assez étrange avec ce compte Instagram, c'est que je me permettais de poster des photos que j'en assumais même pas la moitié dans la vraie vie, quoi. Enfin, c'est ouf. Je m'autorisais à poster des photos en t-shirt, en débardeur, alors que jamais à l'extérieur, je l'aurais fait. Et en fait, je pense que les retours positifs à ce moment-là, parce que c'était vraiment un cercle hyper vertueux, un cercle hyper bienveillant où j'avais énormément de retours de gens qui étaient accidentés et qui vivaient potentiellement la même chose à différents niveaux. D'ailleurs, il y avait pire que moi, il y avait moins pire. Enfin, et moi, j'aime bien dire que notre combat, il a l'importance qu'on lui donne parce qu'en fait, à travers ce partage, j'ai aussi découvert des femmes qui pouvaient souffrir plus que moi de rupture que de mon accident. Ça a été assez long comme démarche à accepter et à comprendre, mais en fait, c'est la vérité. Et du coup, ouais, je pense que toute cette bienveillance, le fait de comprendre que voilà, il y a pas, on gratte pas un combat, quoi. Voilà, il n'y a pas d'importance à un combat. Je pense que tout ça, ça m'a permis petit à petit, ouais, d'aller de l'avant et puis avec les retours positifs, d'accepter un peu plus, jusqu'à m'autoriser à le faire dans la vraie vie, ouais. Mais c'est vrai que au moment où vous avez ce déclic, vous comprenez aussi que vous êtes là pour la transmission, que ça va vous aider, mais que ça peut aussi aider les autres. Et finalement, de donner cette tribune à tous ceux qui souffrent d'une différence peut-être de regard de la société. Parce que nous sommes faits comme ça, les humains, qu'on repère très vite en fait la différence. C'est vrai, quand on pense à cette société masquée, avant, quand on voyait quelqu'un de masqué dans la rue avant la pandémie, tout le monde le regardait, alors qu'aujourd'hui, un masque, pas de masque, on fait même plus attention. C'est clair. Non, non, mais c'est exactement ça. Et en fait, je pense que c'est devenu, c'est devenu dans ma mission de transmission. En tout cas, je sais que voilà, moi, j'avais besoin de démocratiser justement cette différence. Si on parle des gens masqués, je me dis qu'en fait, le jour où les brûlés se montreront vraiment comme moi j'essaie de le faire dans la rue, mais en fait, être brûlé deviendra normal. Ça, c'est mon plus grand rêve. Quand j'ai préparé cette interview, on a publié sur Instagram, ça n'avait pas de rapport, une citation de René Char. Et évidemment, elle m'a accompagnée comme un mantra vous concernant. C'est « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront ». Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Totalement. Ouais, ça m'a fait sourire. Elle est belle, cette citation. Ouais, elle est belle, cette citation. Par rapport justement au dépassement du regard des autres, il y a un autre moment assez clé. Vous êtes, je crois, à la terrasse d'un restaurant. Il y a un homme qui vous regarde très fixement. Et là, vous n'en pouvez plus. Vous levez, vous allez vers lui. C'est très touchant, ça, dans votre récit. Ouais. Bah, en fait, ça fait vraiment partie de ce moment-là de ma vie où les regards des gens, comme je le disais tout à l'heure, définissent vraiment toutes mes actions, ma manière de m'habiller, ma manière de sortir. Je m'interdisais parfois même d'aller en soirée ou à la plage parce que j'avais peur de ce qu'on pouvait penser de moi, en fait. Donc voilà, les gens avaient vraiment ce poids-là dans ma vie. Et ouais, c'est ce jour où j'étais à la table d'un restaurant et où en fait le regard de cet homme était, en fait, c'était trop. Je crois qu'à ce moment-là, c'était vraiment la goutte d'eau et
dans toute mon impulsivité, en fait, je me lève, je vais le voir et voilà, je lui demande en fait pourquoi son regard est si insistant, que je sais à quel point je suis différente, mais que s'il a une question, vaut mieux qu'il me la pose parce que c'est blessant, quoi. Et parce qu'il y a un moment où, en fait, ce regard, on a du mal à juste le tolérer. Et en fait, ce qui est assez dingue dans cette histoire, c'est qu'à ce moment-là, cet homme, en fait, il reconnecte avec la réalité. Il était un peu perdu dans ses pensées. Il est tout surpris, il écarquille vraiment grand les yeux et il me regarde d'un air vraiment désolé. Il me dit: «Ah là là, pardon, en fait, je vous regarde simplement parce que j'ai ma nièce qui est actuellement à l'hôpital, dans le coma, qui a été brûlée et je me demandais si, à son réveil, un jour, elle serait aussi jolie que vous». Et là, j'en rigole encore quand j'en parle, mais c'est juste que, Ah en fait, ouais. c'est juste ce jour-là, j'ai pris la claque de ma vie, quoi. Ah oui, J'ai pris la claque je de ma comprends. vie parce que j'ai réalisé qu'en fait, tout ce temps où j'avais laissé le regard des gens diriger ma vie, en fait, j'étais incapable d'interpréter le quart peut-être de ce qu'ils pouvaient penser. Et c'est ce qui m'a permis en tout cas d'avoir ce déclic vis-à-vis du regard des gens. Alors, je peux pas dire que c'est facile aujourd'hui parce que je crois que dans mon histoire et dans ma différence, ça le sera jamais. Ça le sera jamais parce que voilà, il y a encore beaucoup à faire. Mais ça m'a permis de comprendre que voilà, les regards n'étaient pas nécessairement dirigés négativement vis-à-vis de ma différence et mes cicatrices. Et ça a été un Mmh. grand pas dans ma vie, ouais. Est-ce que l'écriture aussi a été salvatrice parce que ce livre, vous l'avez conçu comme un carnet d'écriture? On imagine que vous avez fait ce chemin et vous incitez les autres à faire de même puisqu'il y a beaucoup d'espace, vous posez des questions Ouais. pour qu'on puisse y répondre et finalement, à travers ce carnet de bord, je disais, qui est conçu sous forme de 365 jours, chaque jour, presque, on peut y mettre une petite annotation ou au moins 2-3 fois par semaine. Je ne sais plus Ouais. exactement, mais à peu près, quoi. Ouais, ouais, carrément. En fait, cette démarche-là alors j'ai toujours, adoré écrire, hein, pour la faire assez courte, j'ai eu 18 au bac de français écrit, donc ça Mmh. l'écriture a toujours fait partie de moi, enfin voilà, j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup de poèmes, des petites citations, enfin voilà, on retrouve vraiment l'essence. Enfin, je pourrais même ressortir des carnets, je m'en souviens, j'en avais un au CP avec un rouge-gorge, je sais pas pourquoi ça m'a marqué et j'écrivais des poèmes dedans pour mes copines et tout, bon voilà et en D'ailleurs, fait vous aviez l'écriture, publié déjà un carnet de citations? ouais, 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 exactement. J'avais Un publié un carnet précédent de livre? citations, Oui. ouais, ouais, ouais. Ça date de 2020, ouais, j'avais écrit, en fait, c'était un mash-up, si je peux dire, de toutes les citations que qui m'avaient inspirée ou que j'avais pu écrire des fois même, à l'hôpital, en fait. Donc ce livre, il était assez chouette pour ça aussi et en fait, pour revenir à l'hôpital, j'ai une de mes tantes, qui m'avait offert un carnet et elle avait écrit, au début du carnet et d'ailleurs c'est drôle parce que c'est vraiment une phrase que je reprends beaucoup. Elle m'avait dit: «Dans l'espoir que tu puisses mettre, des mots», donc MOTS, «sur tes mots, Mmh. MAUX» et en fait, c'est quelque chose qui m'a marquée. Grâce à elle, j'ai commencé à écrire dans ce carnet et c'est ce carnet qui m'a fait avoir le déclic d'ouvrir mon compte Instagram par la suite parce que j'ai réalisé que tout ce que j'écrivais dans ce carnet, personnellement, je le savais déjà, mais que ça pourrait peut-être m'aider et aider d'autres personnes si je le partageais. Voilà, donc ouais, ouais, l'écriture fait totalement partie de ma vie, déjà premièrement, mais aussi de ma thérapie. C'est peut-être l'une des plus grandes, si je peux dire et dans chaque jour compte, en fait, ouais, c'est ça, une fois par semaine, on retrouve un coaching qui s'appelle «Entre toi et moi», où je pose une question d'introspection, où le lecteur peut répondre et où à la fin, il y a ma réponse et où j'accompagne vraiment le lecteur, en fait, dans cette démarche. Je sais pas, par exemple, quelles sont les 3 choses que tu pourrais laisser aller pour te sentir plus libre et en fait, c'est assez ouf de voir que des fois, dans une question très simple qu'on se pose pas, on peut répondre si spontanément qu'en fait, on a la réponse sous nos yeux des fois aux problèmes qu'on se pose dans notre vie et je trouve ça assez dingue et c'est là où je voulais amener, mes lecteurs et les personnes qui peuvent me suivre au quotidien. C'est vrai que j'ai remarqué dans ce livre qu'il y a beaucoup d'endroits où vous proposez de déposer ce qu'on a sur le cœur comme un Ouais. espèce de bagage qui par moment peut se charger de certains cailloux et Mmh. de déposer cette parole ici, hein, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement, de ce dépôt vraiment de la parole qui libère. Ouais. Non, non, mais en fait, pourquoi en fait, c'est tout simple. Enfin, c'est pour ça que ce livre, c'est vraiment un condensé de toutes ces dernières années parce que je sais à quel point, en fait, ça peut être terrible. Enfin, moi, après mon accident, j'ai fait une grosse dépression, en fait et je sais à quel point ça peut être terrible d'intérioriser
tout ce qu'on peut ressentir. Alors Dieu merci, moi dans ma dépression, l'écriture m'a aidée et j'avais encore la force d'arriver à écrire. Mais souvent en fait, on a besoin d'une main tendue et même sans vivre nécessairement une dépression, ça peut être juste un état de déprime, ça peut être un moment où on est un peu plus down que les autres. Voilà, cette main tendue juste pour te dire en fait là, entre toi et moi, comme dans l'ouvrage, là entre toi et moi, tu peux lâcher ce que tu as besoin de lâcher parce qu'il y a personne d'autre que toi qui va le lire et toi ça va te faire du bien en fait. Et Hmm. souvent, on s'autorise pas. Je crois que dans notre société, on s'autorise pas à aller mal. On s'autorise pas. On s'autorise pas à dire que voilà que des fois ça va moins bien que d'autres jours. Et il est un peu là pour ça, avec toute sa bienveillance et toujours en répétant que la vie n'est pas facile en fait. La vie, c'est des montagnes russes. C'est comme l'acceptation. Et on est sur un livre en fait qui mixe plein de choses, dont du développement personnel, mais on est loin de la positivité toxique en tout cas. Oui, ça vous le soulignez également. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner longuement? Comment est-ce que vous avez eu finalement toute cette sagesse? C'est la vie qui vous l'a apprise ou vous l'avez aussi reçue par d'autres types d'enseignements? Moi, ma plus grande école, c'est la vie. Ma plus grande école, c'est la vie, c'est mes propres expériences. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait le choix, enfin, j'avais demandé à mes parents, j'avais 16 ans. Je voulais pas être suivie par une psychologue. J'avais évidemment une psychologue et une psychiatre à l'hôpital, puisque j'étais sous antidépresseurs aussi. Et quand je suis sortie de l'hôpital, en fait, je voulais mettre un petit peu entre parenthèses tout ça, tout ce suivi. Et j'ai demandé à mes parents, voilà, de ne pas l'être. Et je crois que, ouais, ma plus grande école, c'est la vie, c'est tous les moyens que j'ai utilisés, que j'ai mis en œuvre pour m'en sortir. Donc, ça va être le sport, retrouver mon autonomie, mes amis, ma famille, les réseaux sociaux, l'écriture. Voilà, j'ai trouvé un petit peu mes ressources dans tout ce que peut offrir la vie, dans ce qu'il y a de plus simple, quoi. Hmm. Quel retour vous avez eu justement de votre communauté, des personnes qui, grâce à vous, en fait, ont osé dépasser certaines souffrances, osé se montrer telles qu'elles étaient, alors que ce soit dans une différence physique ou psychologique, ou comme vous le disiez tout à l'heure, une forme de souffrance parce que on s'est séparé de l'être aimé. Ça peut prendre Hmm. de multiples formes finalement. Ouais, ouais, totalement. Les retours, il y en a 1000 quoi. Enfin, c'est ça qui est dingue, Oui. c'est que les retours, il y en a plein. Mais là, je suis obligée de penser en fait à une rencontre que j'ai faite, c'était en 2017, si je me trompe pas. Je faisais une télé en fait et dans cette télé, on m'avait proposé, de faire un appel justement à des personnes qui me suivaient pour venir témoigner, sur l'émission et j'ai fait cet appel et c'est là que j'ai rencontré Gracie, qui elle aussi était brûlée à cause d'un incendie criminel en fait, et qui avait perdu sa maman et son petit frère dans l'incendie. Donc c'était vraiment terrible. Et Gracie, elle est aussi amputée en fait au niveau des deux jambes, au niveau du genou. Et quand j'ai rencontré j'ai envie de dire cette meuf, quoi, cette bête de meuf, quand je l'ai Mm. rencontrée, en fait, Gracie, pareil, elle avait du mal à se mettre en t-shirt, elle avait du mal à accepter ses cicatrices. Elle vivait aussi sur la Côte d'Azur, donc on confrontait un petit peu les mêmes problèmes, même si, en fait, moi, à côté d'elle, je me sentais, enfin, j'avais l'impression que mon combat, il était minime à côté. Tellement, genre, le combat de Gracie, il était dingue. Et ce qui est fou, en fait, dans toutes ces rencontres et dans tous les combats que peuvent avoir les gens, c'est que je me suis rendu compte que voilà, mon partage pouvait aider, que des fois, on puisse penser que l'accident est plus ou moins grave que celui qu'on a eu. Il aide quand même toujours d'une part. Et aujourd'hui, Gracie, c'est devenu une vraie amie, en fait. C'est devenu une vraie amie. Et chaque année, à la date de nos accidents, on s'écrit. Enfin, c'est quand même assez incroyable de voir que Mm. à la base, dans la transmission d'un combat, on peut en arriver là, quoi. C'est vrai, quand je vous vois comme ça sur les réseaux sociaux, je vois votre photo, puis vous en avez mis aussi quelques-unes dans votre livre, je vois aussi un personnage d'avatar, c'est-à-dire quelqu'un aussi qui parfois peut venir d'ailleurs pour nous enseigner, non pas que vous ne seriez pas humaine, mais enseigner une forme de nouvelle humanité qui serait autre et qui accueillerait aussi toutes ces différences, mais dans toute cette beauté aussi de la différence. Je trouve que vous incarnez ça. Vous le sentez, ça, ou pas? En tout cas, vous me faites beaucoup sourire, Anne. Vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. Non, non, mais enfin, en fait, c'est quand même assez drôle. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'impression de pas m'être tant, entre guillemets, battue pour en arriver là où je suis aujourd'hui, tellement c'était naturel.
et le fait en même temps de me sentir si apte à transmettre sur quelque chose qui aurait pu de base me détruire. Et au-delà de ça, essayer en fait de changer le monde, de changer les choses. J'ai vraiment, en fait, souvent dans ma vision de vouloir changer les choses, de vouloir démocratiser la différence, etc., j'ai l'impression de me sentir incomprise tant j'aimerais, et tant je vois loin en fait, et tant en fait dans mon idéal, on pourrait faire de la différence quelque chose d'assez incroyable. Et en fait, je dis ça, mais quand je vois depuis 2013 tous les gaps qu'on a fait sur la différence aujourd'hui, même les marques qui mettent en avant, bah moi aujourd'hui je travaille avec des marques de cosmétiques par exemple, mais ça en 2013, je sais pas, je vois une marque de cosmétiques qui met en avant une grande brûlée, ça n'existait pas en 2013. En 2013, une marque de cosmétiques, elle avait envie de mettre en avant une femme qui avait la peau parfaite. Et on photoshopait même cette peau pour qu'elle semble parfaite. Donc on a fait quand même des pas qui sont immenses. Et même si à mon sens, il y a beaucoup à faire, c'est vrai que voilà, souvent je me sens un petit peu, je vais pas dire à l'écart de ce monde, mais en tout cas, je pense que j'ai une vision où j'aimerais l'amener encore plus loin que ce qu'il est, quoi. Hmm. C'est vrai que vous avez été atteinte au corps, mais c'est aussi par le corps que vous en êtes sortie. Vous le disiez, hein, vous étiez une ancienne gymnaste, vous avez fait 10 ans de gym. Est-ce que le sport vous a aussi sauvé? Et je pense notamment à cette scène avec le médecin qui vous met quelque part un peu au défi à l'hôpital. Ouais, bah, il me met plus qu'au défi. Au-delà même de mon médecin, c'était mon chirurgien, en fait. C'était mon chirurgien et donc la personne qui littéralement m'a sauvé la vie hein, par ses mains. Et en fait, bah, lui, il avait, je pense, capté mon mental de compétitrice, en fait. Et en fait, c'était une période à l'hôpital où ça allait pas du tout, où j'avais plus du tout envie de faire mes séances kiné. En fait, pour moi, c'était très compliqué justement d'être passé de ce statut, au-delà même du physique. Je crois que le plus compliqué pour moi, maintenant que j'en parle, et c'est assez drôle parce que je viens vraiment de mettre le point dessus, là, à l'instant T sur ce podcast. Je crois qu'au-delà de l'enveloppe physique, ce qui a été encore plus dur pour moi dans cet accident, ça a été la motricité. Parce que je suis passée justement d'une gymnaste donc qui faisait 12 heures d'entraînement par semaine à une jeune fille assez frêle et fragile qui pouvait pas serrer une balle dans ses mains, quoi. Donc pour moi, ça a été très très compliqué et donc je refusais à force mes séances kiné, j'avais plus du tout la motivation de les faire parce qu'en fait, je me trouvais nulle et mon mental compétitif en fait là, il était vraiment contre moi, il me disait non mais là vraiment enfin tu vas jamais arriver à rien quoi, enfin c'est pas possible. Et mon chirurgien évidemment qui était très très à l'écoute, enfin en tout cas je sais pas s'il était à l'écoute ou si juste il avait compris mais voilà et je pense que il a su comment réveiller ce mental compétitif dans le bon sens. Et il m'a mis un petit peu au défi. Ouais, il y avait une photo accrochée dans ma chambre d'hôpital où je faisais un saut de gymnastique. Et il m'a regardé en me disant, bah tu vois, malheureusement Julie, ce saut tu pourras pas le refaire avant l'été 2016 quoi. Mais on était en 2013. Genre il me donnait 3 ans pour faire un saut. Pour moi, c'était vraiment le b.a.-ba. C'est genre si je vous demande de faire une roulade avant quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas possible du tout quoi. Enfin, vraiment, je me suis dit non mais alors là c'est pas possible. Mais en fait ouais, il a réveillé, il a allumé cette flamme en moi. D'amour du sport, de la vie. Et en fait, voilà, ça a été ce truc où moi, je me suis dit, ah ouais, bah, regarde, regarde-moi bien. Et je suis passée, en fait, c'est ce qui est assez dingue, c'est ça, c'est qu'en quelques semaines, je remarchais, je faisais des arbres droits dans ma chambre d'hôpital alors que je savais à peine mettre un pied devant l'autre. Ça avait le don de rendre ouf les aides-soignantes, parce que ça pouvait être dangereux en plus de ça. Mais j'ai eu quand même une équipe médicale qui a été assez dingue et qui m'ont beaucoup laissé faire aussi, tout en me surveillant, mais qui savaient, je pense, que j'avais besoin de ça. Et ouais, non, le sport m'a sauvée. Le sport m'a sauvée par mon mental compétitif, mais il m'a sauvée aussi par toute la mémoire musculaire que j'avais. Et ça m'a permis quand même de sortir assez rapidement de l'hôpital, là où je pense que sans la gym, je pense que j'y serais restée bien 3-4 mois de plus, c'est certain. C'est ça. Alors certains sur les réseaux parfois vous ont dit ah oui mais c'est facile parce que toi dans ton cas tu es forte déjà donc pas forcément en disant c'est facile mais vous ont quand même renvoyé le fait que dans votre malheur comme si vous aviez eu de la chance dans votre malheur parce que vous étiez déjà une personnalité atypique hein. Ah oui, non, et même au-delà de ça, alors j'ai eu des choses. Il y avait la personnalité atypique. Il y avait le fait que bon, moi je m'en étais déjà sortie. Moi, les choses qui m'ont plus marqué, c'est en fait des retours de grands brûlés où on me disait non mais en fait c'est facile pour toi par exemple de faire des télés etc. parce qu'en fait t'as la bonne brûlure. Et la bonne brûlure en fait ça voulait dire que j'étais pas touchée au niveau du visage.
Et waouh, en fait, ce jour-là, je me suis dit: «Purée, en fait, c'est ouf comme, on devrait pouvoir, normalement se serrer les coudes et s'entraider dans ce combat et en fait, même dans les mêmes combats, il peut y avoir toujours, bah, cette jalousie, en fait, qui demeure. Alors qu'en fait, moi, mon principal combat, c'est de démocratiser cette différence pour qu'un jour, peut-être que j'ai la bonne brûlure, mais peut-être qu'à force de le partager, bah, demain, ça sera un brûlé, sur la totalité du corps qui pourra prendre ma place et tant mieux, en fait. Moi, je demande que ça, à ce qu'on ne voit que des grands brûlés de partout et qu'on puisse démocratiser la différence. Mais ouais, ça m'avait quand même assez marqué, ouais, de me dire que malgré toute la bienveillance et la sincérité que j'y mets, parce que je pense que c'est vraiment le maître mot de toute cette transmission, j'y mets toujours tout mon cœur et toute ma sincérité. Et, c'est souvent un petit peu décevant en fait de recevoir ce genre de message parce qu'on donne le meilleur de soi, mais bon, ça motive aussi à faire les choses en plus grand. Voilà. Ouais. D'ailleurs, puisque vous parlez de brûlés et de grands brûlés, vous rappelez, et c'est tout au début du livre, ce qu'il faut faire avec cette règle des 4-15, Ouais. tout au début de l'ouvrage. C'était important pour vous de le remettre là dès le début? Ah ouais, non mais alors ça vraiment, déjà, absolument enfin c'était, impensable pour moi de pas le mettre et c'est surtout parce qu'aujourd'hui, en fait, si on va sur mon profil Instagram, j'ai, pas mal de, j'ai une vidéo épinglée, en fait, en haut de mon profil qui Mmh. s'appelle «Que faire en cas de brûlure?». C'est la première vidéo qu'on voit quand on arrive sur mon compte Instagram et suite à cette vidéo, tous les jours, vraiment, je reçois des messages de gens qui ont évité une brûlure grave ou qui ont su réagir à une brûlure grave et ça, moi, personnellement, c'est ma plus belle victoire. Je me dis: «Waouh, c'est ouf ce qu'on peut faire quand on fait les choses, encore une fois, avec sincérité, quand on a de la notoriété, quand on a une visibilité, ben, on peut faire vraiment des choses incroyables» et donc voilà, c'est ce que je voulais juste, rappeler dans ce livre-là, en fait. Et on le partagera évidemment aussi sur nos réseaux. Et Merci. puis on mettra aussi la fichette là qu'il y a dans votre livre. Voilà, Trop comme ça, chouette. les gens qui ont envie de l'imprimer, évidemment, ceux qui achèteront votre livre pourront ensuite le découper, peut-être le mettre sur le frigo. Ou voilà. Exactement. C'est ça l'idée. Et j'ai déjà commencé à le dire hier soir autour de moi, puisque j'étais avec une amie qui s'était brûlée il n'y a pas longtemps. Et je lui ai dit, mais tu sais, il y a cette règle des 4-15. Alors, effectivement, le 15, moi je vis en Suisse, hein, donc le 15 n'est pas forcément Oui, le même dans tous les pays. Vous le donnez pour la France, c'est le numéro oui. d'urgence qu'il faut appeler en cas de brûlure. Vous pouvez nous la rappeler, la règle des 4-15? Bien sûr. Alors, la première, c'est que, quand on est, brûlé, on va venir bon déjà il faut s'éloigner de la source de chaleur. Voilà. Ensuite, on va donc, par exemple, je veux dire, s'éloigner de la source de chaleur, c'est évidemment s'il y a un feu, donc on dégage la victime, bah, du feu et cetera et par exemple, si c'est, une brûlure électrique, on pense à couper le courant d'abord. Donc voilà, le plus important, c'est de dégager la victime. Ensuite, on va venir, faire couler une eau à 15 degrés. Donc en fait, quand on dit 15 degrés, c'est une eau tempérée. On va pas mettre de l'eau ultra glacée, en fait, au risque de faire un choc. Par exemple, il y en a beaucoup qui pensent, par exemple, au glaçon. C'est la pire erreur parce qu'en fait, le glaçon brûle. Donc on parle d'une eau tempérée à 15 degrés qu'on va faire couler pendant 15 minutes à 15 centimètres de la plaie ou de la brûlure, en fait. On la fait Hmm, pas couler trop près. Et ensuite, on appelle le 15 pour la France. Voilà, hmm. pour avoir un avis médical. Voilà, bah merci de nous avoir rappelé évidemment ces règles qui paraissent élémentaires, mais qu'on ne connaît pas forcément, effectivement. Alors, vous parlez beaucoup de votre famille, on sent à quel point elle est précieuse. En même temps, vous avez eu besoin de vous en éloigner un peu pour partir plutôt dans le sud-ouest, parce que vous parliez entre Cannes et Nice tout à l'heure et Monaco. Ouais. Et là, vous êtes maintenant installé dans le sud-ouest, hein, vous en parlez sur vos réseaux. Cette famille, quel regard elle peut avoir aujourd'hui sur votre parcours? C'est quand même assez extraordinaire, j'imagine aussi comme aventure commune au niveau familial. Ouais, bah, je crois que, je crois que ma famille, en fait, je pense que c'est assez bizarre. Je pense qu'ils hallucinent tous les jours de ce que j'ai fait de ce 12 février et en même temps, je me demande si pour eux, c'est pas devenu un peu normal, quoi. Genre d'avoir, Julie qui est bah, c'est bon, Julie, c'est la warrior, elle relève toujours la tête, quoi. En fait, je sais pas, il y a peut-être un peu des 2, mais qui font qu'évidemment, dans le mix de tout ça, ils sont juste, hyper fiers, et parce qu'ils voilà, ils savent aussi que, bah, cet accident, j'en ai fait des choses qui m'ont menée,
là où j'en suis aujourd'hui, et que je pense que ma famille, ils connaissent toutes les failles, en fait. Ils connaissent toutes les failles, ils connaissent toutes les tempêtes, ils savent parfaitement tout ce qu'on a traversé. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont donné un amour, franchement, mais inconditionnel, c'est même pas le mot, je pense. Euh, voilà, et je pense que c'est ce que je dis dans le livre, hein, la force de leur amour m'a littéralement sauvée. Je sais que sans eux, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est aussi dans toute cette sphère-là, un petit peu des réseaux sociaux, il y a tout qui va très très vite, notamment avec les interviews, etc. Enfin, c'est un monde qui est assez lunaire et assez rapide. Je pense que c'est mon moyen, j'ai pas envie de dire de garder les pieds sur terre, mais c'est mon moyen de me rattacher aux choses simples que j'aime tellement, en fait. Voilà. Hmm. Pour eux, en fait, il y a pas de 12 février. Pour eux, c'est juste Julie qui a partagé son histoire et qui avait besoin d'écrire sur ce qui lui était arrivé. Et par chance et par beaucoup de travail, ça a marché, quoi. Vous parliez aussi de s'accepter soi-même alors, avant de pouvoir donner aux autres, et c'est ce que vous avez vécu, on en parlait un petit peu tout à l'heure au début de l'interview, qu'à un moment vous avez eu tellement transmis que vous avez eu l'impression de partir aussi un peu dans un écueil, de s'oublier soi. Ouais. Il y a eu certainement peut-être même un phénomène un peu de fuite en avant, puis le succès aidant, voilà. Ouais, non, mais totalement. En fait, j'ai un petit peu appris à mes dépens que on ne peut pas donner aux autres si on oublie de se donner à soi-même. Du coup, j'ai simplement réappris à me prioriser, que ce soit dans ma vie de tous les jours d'ailleurs, parce que je suis de nature aussi très généreuse, que ce soit avec mes amis ou ma famille, que autant, voilà, autant que sur les réseaux sociaux. J'ai eu besoin de me prioriser, et aujourd'hui, voilà, c'est parce que je sais me donner, je pense que je peux être autant dans cette transmission, et encore une fois, je le répète toujours avec autant de sincérité, parce que je crois qu'on peut vite s'y perdre à vouloir transmettre, en tout cas. Hmm. Pour vous, les regrets, c'est quelque chose de plus puissant que les peurs et les échecs. Vous êtes vraiment dans une idée aussi d'oser sa vie, d'y aller, pour ne pas avoir ces regrets, quels qu'ils soient. Ouais, bah totalement. En fait, C'est pour ça que alors chaque jour compte, hein, d'ailleurs. c'est ça, exactement. J'ai la chance de vivre avec aucun regret. Vraiment, je pense que c'est une chance assez intense et assez inouïe. Pourquoi? En fait, je crois qu'encore une fois, si je peux faire le lien, tout à l'heure, on parlait du regard des gens. Je crois que si j'avais laissé les gens diriger ma vie jusqu'au bout, honnêtement, je crois que je ne saurais pas où j'en serais aujourd'hui, en fait. Et c'est vraiment ça, enfin, vous l'avez très bien dit, Anne, c'est oser sa vie, en fait. J'ai osé passer au-dessus du regard des gens, alors non pas sans mal, non pas sans crainte, mais heureusement que je l'ai fait, et heureusement que j'ai osé, parce que vraiment, je pense que sans ça, j'aurais peut-être, j'aurais en tout cas pas su donner tout ce sens à cet accident, et je pense que j'en souffrirais bien plus, en fait. J'en souffrirais bien Hmm. plus aujourd'hui. Il y a tout un jeu aussi autour du miroir dans votre livre. Et puis le miroir, c'est aussi les réseaux sociaux et ce que nous renvoient les autres. Et puis le regard de l'autre, qui soit dans la rue. On parle beaucoup du regard de l'autre dans cette interview. Et à la fois, on sait qu'on cherche à s'en libérer et en même temps, on se construit dans l'altérité, dans le regard de l'autre, justement. Et vous invitez à avoir cette zone de vigilance où, quand ce miroir devient aussi une forme de poison parce qu'il emmène à la comparaison, là, il devient toxique. Et pourtant, notre esprit est fait de telle sorte que souvent, on n'arrive pas à faire autrement que de se comparer. Ouais, exactement. Mais parce que je sais que la comparaison, la recherche de la comparaison m'a fait du mal, en fait. La recherche de la comparaison, bien que ça soit vraiment humain, ça m'a un peu détruit. Par exemple, si je reviens, voilà, en 2013, dans ces années, en sortant de l'hôpital, en ouvrant des magazines, même si on parle pas encore des réseaux sociaux, en fait, de pas me sentir, au-delà de la comparaison, je crois, c'est ne pas se sentir représenté, en fait. Ne pas trouver quelqu'un en qui on peut s'identifier. Donc la comparaison, elle fait mal, mais je crois que ce que j'essaie de transmettre à travers cet ouvrage, c'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a le choix immense de pouvoir choisir qui on suit, de qui on s'inspire et pourquoi on s'en inspire. Et je pense que c'est le meilleur moyen aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen pour s'accepter, mais en tout cas pour commencer cette démarche, moi je trouve ça assez incroyable de pouvoir suivre des gens qui m'inspirent et je pense, qui me ressemblent dans leur histoire ou dans leurs valeurs. Ça, je trouve ça assez dingue. Ouais.
Il y a aussi un autre outil qui peut aider finalement à oser visualiser sa vie et être à un autre niveau que la comparaison, c'est le vision board. Je ne sais pas comment il est venu à vous dans votre vie. Le tableau de vision, je ne sais pas comment on peut l'appeler en français, pour sortir de sa zone de confort. Est-ce que ça peut être utile? Ouais, c'est incroyable. En français, je crois que c'est un tableau de visualisation, je crois qu'on appelle ça. Et en fait, c'est Oui, parce que assez dingue. vision, ça fait plus vision spirituelle, oui, effectivement. Ouais, je crois que c'est visualisation. Bon, les deux marchent dans tous les cas. On aura compris ça. Mais ouais, le vision board. En fait, ce qui est assez dingue, c'est que je crois qu'après mon accident, je l'ai utilisé assez naturellement. De me dire bon bah voilà, ça va être quoi là tes objectifs sur les prochaines années, de découper des pages dans des magazines, des maisons qui pouvaient m'inspirer, des endroits qui pouvaient me faire rêver, et en fait ça s'est fait assez naturellement. Donc je pense que ouais, pour oser sortir de sa zone de confort, en fait c'est juste que le vision board ça va être un appui, en tout cas qui est palpable et qui est visuel. Et quand on veut sortir de sa zone de confort, on essaie de visualiser souvent par l'esprit ou par la pensée, ah, ça serait bien que j'arrive à faire ça, mais en fait, de le matérialiser, je trouve que ça a un poids qui est vraiment très, très fort. Si on parle de spiritualité, c'est un poids qui est très fort sur la loi de l'attraction avec l'univers. Et sans parler de spiritualité, c'est assez dingue pour nous de juste se lever le matin et de pouvoir avoir ce vision board sous les yeux avec toutes les choses qui nous font du bien, qui nous inspirent et bah, de simplement mettre ses actions dans le sens de la vie qu'on a envie d'avoir. Alors justement, cette loi de l'attraction, elle a été aussi parfois ridiculisée. C'est vrai que le film, par exemple, Le Secret, c'est un peu caricatural à l'américaine, même s'il y a du vrai, on sait, dessous. Comment vous l'utilisez, vous, au quotidien? Je vais essayer de pas trop partir loin spirituellement, mais en fait, c'est juste, moi, j'ai pris pour habitude, en tout cas, de demander assez clairement les choses que je veux dans ma vie. Voilà. C'est vraiment, en fait, ça peut être, alors ça peut être par l'écriture, hein, ça peut être par l'écriture, ça peut être lors d'une balade. Moi, je sais que souvent quand je surfe, je sais pas, en fait, je suis en connexion avec la nature. Je suis dans un moment où je suis vraiment, j'ai l'impression d'être vraiment connectée juste à l'instant, et donc du coup, je trouve ça assez fort de demander quelque chose à ce moment-là. En fait, c'est juste que la loi de l'attraction, ça peut être une prière pour certains, ça peut être juste une demande pour d'autres. Ça dépend juste comment on veut l'utiliser. Mais voilà, moi, en tout cas, je sais que ça fait partie de ma vie. J'ai pris l'habitude de demander. Demandez et vous recevrez, c'est votre cas? Ouais, c'est peut-être. Alors, je sais pas si c'est parce que je demande que je reçois ou si c'est parce que je donne que je reçois. Je sais pas. Mais en tout cas, ça marche. Ça marche et vous le communiquez aussi. C'est vrai qu'on parlait d'Instagram. Pour sortir de ce côté, parfois, toujours, il faut montrer le positif d'Instagram. Qu'est-ce que vous avez envie de partager aujourd'hui? Est-ce que vous réfléchissez à chaque fois en vous disant, est-ce que je partage quelque chose qui parfois va vers quelque chose de un peu surfait parce que je suis là pour animer une communauté et donc comme je suis une warrior, je montre le positif. Est-ce que vous avez cette zone de vigilance vraiment toujours en disant je vais essayer d'être la plus authentique possible? Est-ce que parfois c'est difficile de faire ça? Pour être tout à fait transparente, ça l'a été, mais ça ne l'est plus parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça. Je pense que voilà, les réseaux, ça peut vite être un cercle vicieux, et on l'a vu d'ailleurs avec des airs comme le body positive. On a vu même avec l'écologie, par exemple, on a vu des marques utiliser l'écologie à hauteur de greenwashing parce que juste en fait ça marchait, et donc c'est des messages qu'on va utiliser. Je pense que malheureusement c'est peut-être devenu un peu le cas avec l'acceptation sur Instagram. C'est devenu un petit peu, je vais pas dire que c'est devenu un business en fait, parce que dans tous les cas, parler d'acceptation sur Instagram, ça a aidé d'autres personnes à s'accepter. Donc pour moi, ça aura toujours un aspect qui est assez positif. Mais là-dedans, là où moi je me retrouvais pas personnellement, et pourquoi aujourd'hui je fais preuve d'une telle vigilance et d'une telle sincérité, c'est qu'en fait, à vouloir des fois trop être positif, je me rendais pas compte que je pouvais aussi faire complexer les gens. En fait, il y a des gens peut-être qui étaient juste pas prêts à toute cette positivité et qui avaient besoin de plus de sincérité. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments sur Instagram où j'étais tout le temps positive, tout le temps souriante, et où je montrais pas trop cette phase peut-être un peu plus sincère de la vie n'est pas tous les jours facile, et d'ailleurs que tu sois brûlé ou pas en fait. Et aujourd'hui, oui, je fais extrêmement attention à être en fait la plus sincère possible. Mais dans tous les aspects de ma vie, et là récemment je viens de perdre mon chien par exemple, et j'ai eu très très peur en fait, j'avais besoin d'en parler sur les réseaux sociaux, et j'avais peur qu'on compare ou qu'on juge peut-être mon deuil parce que, entre parenthèses, ce n'était qu'un chien,
à côté de, par exemple, à côté d'une personne humaine, à côté d'un deuil humain. Et en fait, voilà, j'ai pleuré, j'ai extériorisé, j'ai montré à quel point ça avait été hyper dur pour moi de l'accepter. Et c'est dingue, vraiment, comme aujourd'hui, en fait, quand on est sincère sur les réseaux. Alors, c'est pas tout le temps, évidemment, parce qu'on peut toujours tomber sur des détraqués. Mais je crois que quand on fait les choses avec sincérité, les gens le ressentent. Et en tout cas, moi, dans tous les aspects, que ce soit quand je parle d'un regard qui m'a blessée, d'une situation qui m'a fait du mal, de la perte de mon chien, ou juste parce que j'arrive pas à faire quelque chose dans ma vie, en fait, les retours sont assez incroyables. Et en fait, je crois qu'on est tous dans le même bateau, en fait. Voilà. Ouais, exactement. En plus, votre chien, vous aviez une histoire quand même particulière avec lui, parce que je crois que vous l'avez eu juste après l'accident, c'est ça? Ouais, en fait, donc j'ai eu mon accident en février, et en juillet, Iron rentrait dans ma vie, de la manière la plus douce qui soit, hein. Ça veut dire que j'étais encore couverte de pansements, et on a été le récupérer avec ma mère, où il y avait plein d'autres chiots. Et en fait, j'avais pris un autre chiot à la base dans les mains, et je me dirige vers la sortie, et là, je sens un petit poids, en fait, qui se pose sur mon pied. Et en baissant la tête, en fait, c'était mon chien, c'était Iron, qui juste m'arrêtait du poids de son museau en mode non, c'est moi qui dois choisir. Et du coup, je suis partie avec lui. Et ouais, là, c'est assez frais, hein. Enfin, il s'est envolé il y a pas si longtemps. J'ai fait son dernier envol, le lâcher de cendres là, la semaine dernière, il y a quelques jours. Et c'est beau, en fait. C'est beau parce qu'il m'a accompagnée pendant 10 ans. Aujourd'hui, il y a ce livre qui sort. Ça fait 10 ans, c'est ma renaissance, et il m'a accompagnée jusqu'au bout. Donc, c'est une belle histoire, mais elle est en fait, je pense que les plus belles histoires sont aussi les plus dures quand elles prennent fin. Ouais. Et puis, vous parlez de cendres, et les cendres, c'est aussi la brûlure. Exactement. C'était un moyen de boucler un petit peu la boucle, si je peux dire. Ouais, c'est pas banal tout ça, en tout cas, je trouve. Non, pas du tout. C'est pas du tout banal. Ouais. On est dans d'autres espaces invisibles. Hein, Exactement. En tant qu'humain, c'est vrai qu'on est incarné dans la matérialité, mais là, on touche à d'autres espaces véritablement. Oui. Ouais, et puis c'est assez dingue si on parle juste du monde invisible. En fait, depuis son départ, j'ai énormément de signes. Et je m'autorise à parler de ça parce qu'on a parlé de spiritualité, etc. Mais en fait, c'est assez dingue. J'étais en séjour à la montagne. Iron était parti donc 4-5 jours avant. Et pour me changer les idées, en fait, j'étais invitée, en fait, à la base sur un voyage de presse. Et c'est un moment que j'ai souhaité garder parce que j'ai été saisonnière à la montagne. Je sais que la montagne m'a toujours fait du bien, et c'était un moyen aussi. Voilà, de toute façon, Iron était parti. J'avais plus rien à faire chez moi hormis souffrir parce que chaque endroit me faisait penser à lui. Et je me suis dit, peut-être que la montagne me fera du bien. Et en fait, à ce moment-là, à la montagne, avant de repartir de ce séjour, on passe devant un lac, et je regarde mon chéri qui est photographe, et je lui dis, oh là là, c'est beau ici. Enfin, il me dit, tu veux qu'on y aille et qu'on fasse une photo? Et en fait, c'est assez dingue parce que c'est un moment de ma vie où j'avais pas du tout envie qu'on me prenne en photo. En fait, j'étais vraiment en deuil, j'étais pas bien. Et je lui ai dit, ouais, en fait, peut-être prends ton appareil, quoi. Et on arrive devant le lac, et je ressens une plénitude qui est dingue. Et je dis à mon chéri, ouais, je veux bien qu'on fasse une photo. Et en fait, il me fait une photo. Et le soir, sur Instagram, je poste ces mêmes photos. Et là, je reçois des messages en me disant, mais Julie, t'as vu l'ombre derrière toi? Et en fait, on appelle ça un flare en photographie, mais c'est un reflet, en fait. Il y a un reflet au-dessus de moi qui a vraiment la silhouette d'Iron en orange. Ouais, on voit son museau et ses 2 oreilles. Et en fait, il y a tout le monde qui a réagi, donc je l'ai repartagé en story. Et tout le monde a explosé, quoi. Genre, c'était assez incroyable. Et tout le monde disait, mais tu vois, il est là. Et j'ai trouvé ça dingue. Déjà, le niveau de spiritualité des gens, la réceptivité qui était juste incroyable. Et de me dire aussi que des fois, avoir cette visibilité, c'est quand même une chance, parce que quand on le vit seul et qu'on perçoit des signes, on a peut-être des fois l'impression d'être un peu fou, et de se dire que c'est pathologique et qu'on voit des signes de partout. Mais quand on les partage avec 600 000 personnes, et que sur 600 000 personnes, il y a 99% qui réagissent en mode « Waouh, c'est vraiment lui, c'est sûr et certain », franchement, c'est incroyable, quoi. Et tout ça aide aussi à accepter le deuil, quoi. Oui, puis il vous a dit au revoir à vous, et puis à toute la communauté en même temps aussi. C'est son petit clin d'œil, c'est fou. En vrai, c'est assez dingue, parce que c'est exactement ce que j'ai dit. Et je crois
que même si on parle de ça, moi, ce que j'ai écrit après ça, je leur ai dit, Iron, il savait que j'allais partager parce qu'en fait, il me suit, enfin, il était avec moi le jour de l'ouverture de mon compte. Enfin, il a toujours été là du premier jour jusqu'à la fin. Et je leur ai dit, vous voyez, Iron, il savait que je partagerais sur Instagram. Et c'est son signe aussi pour vous montrer que vos animaux que vous avez perdus, ils sont là, en fait. Et j'ai trouvé ça tellement fort. Voilà. Ouais, c'est quand même ultra puissant, c'est génial. Puisque vous parliez justement de votre chérie, simplement pour terminer par rapport au regard aussi, à l'amour et au regard de l'autre, y compris dans l'intimité et dans le lien à son conjoint, sa conjointe, partenaire. C'est vrai que vous aviez des doutes au début par rapport à ça en disant mais si moi je ne m'accepte pas, comment en fait je peux me laisser regarder en fait par l'autre? C'était douloureux ça au départ. Ah ouais, non mais c'était d'autant plus douloureux, je pense, que j'accordais à ce moment-là, en tant qu'adolescente, évidemment beaucoup d'importance à mon enveloppe physique, quoi. Enfin, je pense comme tout adolescent aujourd'hui, encore plus avec les réseaux sociaux maintenant. Et ouais, c'est sûr que la première fois que j'ai vu mon reflet dans le miroir, déjà, je me suis dit que j'aurais plus jamais de copains. Toutes les expériences, en fait, je suis restée, après mon accident, je suis restée 2 ans célibataire, sans personne, et toutes les expériences me montraient, vraiment, étaient là pour me montrer que j'aurais pas de copains. Enfin, c'était ouf. Moi, j'ai vécu des choses en boîte de nuit, de mecs qui venaient m'aborder, qui voyaient les cicatrices, qui faisaient demi-tour. Des potes qui me disaient ah là là quand même Julie si t'étais pas brûlée. Enfin je veux dire j'ai vécu quand même des choses qui sont Ouais. dures dans le cœur d'une jeune femme qui cherche à se construire. Moi qui suis hétérosexuelle, je plaisais plus aux femmes qu'aux hommes parce que j'avais les cheveux courts. Donc c'était un peu un ébois et un gros mélange de tout ça. Ma première relation après l'accident, elle m'a peut-être démontré que déjà je pouvais plaire et que j'avais le droit à l'amour, mais malheureusement j'ai trop attendu de cette relation qu'elle pense toutes mes plaies et toutes mes blessures quoi. Et du coup ça a mené à une relation qui était pas ouf quoi, qui était assez toxique même si je peux dire. Et je crois qu'avec le temps, c'est un peu comme se donner d'abord puis donner aux autres en fait. Si on n'apprend pas à s'aimer soi-même avant de se mettre en relation, si on attend de la personne en face qu'elle soigne toutes nos blessures, ça sera compliqué. Mais quand on arrive à passer outre ça et à prendre ce chemin de l'acceptation petit à petit et à apprendre qu'on peut se donner à soi-même certaines choses et qu'on peut se donner à soi-même de l'amour et qu'on n'est pas obligé de l'attendre de quelqu'un d'autre, souvent c'est là que ça se décante. Et aujourd'hui, j'ai la chance certaine de vivre un amour qui est pur, qui est sincère, qui est réciproque, dans lequel je me sens moi-même accomplie. Et ça, ça n'a pas de prix. Mais en fait, j'ai appris avec le temps aussi que la différence, déjà, non seulement c'est pas un frein, mais là, si je devrais être 100% honnête, je vous dis que même des fois, la différence, c'est ce qui attire, en fait. Bien sûr, c'est ce qui attire. Alors après, ce qui peut attirer aussi, ça vous en parlez, c'est d'être aussi une influenceuse dans ses liens aux autres. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est de la véritable amitié? Qu'est-ce qui fait que c'est du véritable amour, etc. Ça doit pas toujours être facile non plus de démêler le vrai du faux. Non, alors ça c'est clair. Et on reste dans la spiritualité. Je vais vous dire que j'ai quand même la chance d'avoir une très très bonne intuition et un troisième œil qui est bien ouvert. Ouais, très bien. Ce sera la conclusion de ce podcast, à finir sur le troisième œil de ce personnage d'Avatar là, qui est un peu vous quelque part. Alors vous dites pas de risque, pas de magie quand même, ça c'est un mantra qui est important. Ouais, je pense que c'est peut-être un de mes mantras préférés. Et c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est oser sa vie, oser rêver sa vie et oser en prendre les commandes en fait, tout simplement. Exactement. Merci infiniment en tout cas, Merci, Julie Anne. Bourges, alias 12 février, puisque s'il y en a qui ne vous suivent pas encore sur votre compte Instagram, je les invite à aller faire un tour évidemment dessus. À chacun et chacune maintenant de s'approprier ces outils que vous partagez dans ce journal de bord pour donner du sens à sa vie, prendre le chemin qui mène à soi et rendre visible sa propre différence. Chaque jour compte, un compagnon de route à découvrir aux éditions Marabout et qui vient tout juste de sortir, et bien sûr sur vos comptes Instagram 12 février et chaque point jour point compte. Merci beaucoup Julie. Merci Anne.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.